Justice et lutte contre l'incivisme vont meubler les échanges tout au long de ce soir. Trois thèmes ont retenu notre attention cette semaine. Le projet de loi amnistiante adopté par le gouvernement en Conseil des ministres du 18 décembre 2024, l'opération de libération des emprises des voiries par la mairie de Ouagadougou, sans oublier le procès de détournement des 3 milliards de francs CFA. Pour mener ces échanges, nous recevons sur ce plateau deux invités. Alpha Yago, il est analyste politique, homme politique bien connu de la sphère du Burkina Faso. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Madame Diasso. On dit aussi bonsoir à Issouf Ouedraogo, journaliste à Libre Info. Bonsoir Issouf. Bonsoir Vanessa et merci pour l'invitation. Merci à tous les deux d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors, le premier sujet inscrit à cette émission, il s'agit du projet de grâce amnistiante. Le ministre de la Justice, Edassou Rodrigue Bayala, a expliqué le 20 décembre dernier les conditions qui encadrent le projet de loi portant conditions d'octroi de la grâce amnistiante aux acteurs de coup d'État de septembre 2015. Retour sur Actu avec Thierry Sawadougou. Le 18 décembre 2024, le Conseil des ministres adoptait un projet de loi portant amnistie et conditions de grâce amnistiante. Dans l'entendement commun, les acteurs condamnés dans le cadre de ce dossier pourront bénéficier de liberté sous conditions. Quelles sont ces conditions et à quels acteurs cela s'applique? Ces questions ont été posées au ministre chargé de la Justice lors de la conférence de presse. La notion de grâce amnistiante est alors expliquée par le garde des Sceaux. Vous voyez que cette fois-ci, on se retrouve avec amnistie et grâce qui se collent. Donc, naturellement, c'est une variante de l'amnistie. Et la grâce amnistiante, au terme de la loi de 1961, a les mêmes effets que l'amnistie. À la condition qu'après la loi d'amnistie qui va être adoptée, la grâce amnistiante est accordée par un décret du président du Faso ou par un arrêté du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Au cours de cette conférence de presse, le ministre Edassou Bayala a laissé entendre une probable relaxation de tous les condamnés du putsch 2015, mais cela n'est pas du tout une remise en cause des acquis de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Ceux qui ont fini de purger les peines sont actuellement engagés sur le terrain. Ça ne veut pas dire que ce sont des personnes qui sont sorties, sont reparties s'asseoir chez elles à la maison, qu'on va aller chercher. Non, ces personnes sont déjà engagées sur le terrain. Mais vous comprenez que lorsqu'ils ont fini de payer pour ce qu'ils ont fait comme acte, purger les peines, sont engagés sur le terrain, mais du fait de l'existence de cette condamnation, ne peuvent pas avoir de promotion, peut jouer sur leur engagement sur le terrain, dans le contexte qui est le nôtre. Et nous avions besoin que la population comprenne ça, que bon nombre de ceux qui vont pouvoir être dans ces conditions pour bénéficier de cette amnistie, ils ont déjà fini de purger les peines. Donc il n'y a pas de remise en cause de l'insurrection. Les condamnés qui sont à la retraite, Edassou Rodrigue Bayala, se veut clair. Cette grâce à leur accordée ne peut être une reconstitution de leur carrière. Pour ceux qui sont à la retraite, comme on l'a dit, l'avantage qu'ils auront, c'est qu'au moins, cette peine-là, on ne peut plus faire allusion dans leur casier judiciaire. On ne peut plus faire allusion à leur casier judiciaire, mais elle ne peut pas donner lieu à une reconstitution de carrière. L'État fera de son mieux, dit Edassou Bayala, pour garantir les intérêts civils de ce procès et s'assurera que les parties civiles ont été restaurées dans leurs droits. Alors, juste en guise de rappel, chers téléspectateurs, le coup d'État du général Djibril Diendéré, Gilbert Diendéré, autant pour moi, a eu lieu le 30 septembre 2015. Le procès, quant à lui, a eu lieu en 2019. Au total, 84 accusés ont été jugés dans le cadre de ce dossier, dont les généraux Diendéré et Djibril Bassolé. Plusieurs condamnations avec sursis ont été prononcées par le tribunal militaire, sauf pour les présumés investigateurs qui ont été reconnus coupables d'ailleurs et ont écopé de 20 ans ferme pour le général Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, 10 ans de prison ferme. Alors, la première question, je vous l'adresse à Alpha Yago.
Est-ce que cette loi vous paraît légitime au regard justement des explications données et au regard aussi du contexte? Merci bien. Je pense que cette loi arrive à point nommé dans la mesure où depuis plus de 10 ans, je dirais, nous avons maille à partir avec le phénomène terroriste et c'est ce qui donc sape, bien sûr, notre processus de développement et cela impacte tous les aspects de la vie sociopolitique de notre pays. Et à un moment donné, je pense qu'il était vraiment de bon ton de trouver une formule qui puisse créer les conditions pour que l'ensemble, en tout cas des compétences, notamment sur le plan donc militaire, puisse contribuer à cette lutte-là. Je pense donc que cette loi-là, ce projet de loi, arrive à point nommé. C'est une excellente initiative qu'il faut saluer et c'est la première, c'est une première. Justement. Depuis 10 ans, aucun régime n'a eu à, en tout cas, arriver à ce niveau de décision. Un projet de loi qui certainement va passer à l'Assemblée sous forme de loi et qui sera, je l'espère en tout cas, voté dans les semaines ou mois à venir. Donc de mon point de vue, ça va dans la bonne direction. Ça vise donc à élargir un certain nombre de prisonniers qui ont purgé leur peine, ça a été dit. Je pense que sur la quatre-vingtaine, un peu plus de la quatre-vingtaine de personnes inculpées, jugées, et condamnées ou pas, il y a plus d'une soixantaine qui sont déjà, qui ont retrouvé leur liberté après avoir purgé donc partiellement ou totalement leur peine. Donc, ce qui veut dire que la justice est passée par là, elle a fait son travail et il est de bon ton donc de travailler à trouver la meilleure formule possible de manière pragmatique. C'est ça aussi qu'il faut saluer. Je pense que le gouvernement a pris conscience de la nécessité d'être pragmatique en faisant appel aux compétences avérées qui peuvent potentiellement, en tout cas, nous aider, un temps soit peu, à faire face de manière peut-être un peu plus efficace à travers leur expérience et leur expertise dans cette lutte que nous menons contre le terrorisme. Donc, je salue cette initiative. On a l'impression qu'on est juste dans une dynamique de formalité, puisqu'ils sont déjà sur le terrain. Si l'on en croit les dires du ministre de la Justice, c'est une sorte de formalité simplement parce que c'est déjà acté. Oui, mais vous noterez qu'il y en a quelques-uns qui sont toujours sous les liens donc, privés de leur liberté, et parmi lesquels, pas les moindres, le général Diendéré en lui-même, en personne. Donc, or, il est de l'autorité publique quand même que c'est un officier aguerri, compétent, qui a fait ses preuves. Et je suis sûr qu'il n'est pas le seul. Il y a certainement d'autres officiers également qui sont avec lui. Je ne sais pas qui, mais ça pourrait donc, comment dirais-je, s'appliquer donc à ces derniers-là. Et quand on sait que c'est été pendant de nombreuses années le patron donc de l'unité d'élite de notre pays, à savoir donc l'ex-RSP, et on pense que peut-être son expertise peut être utile également. Sachant que la loi a un caractère impersonnel. Voilà. Alors on va revenir sur le cas précis de Gilbert Diendéré. Issouf, je reviens toujours sur ma question, le caractère formalité qui ressort, qu'on peut sous-entendre en tout cas selon les dires du ministre. Est-ce que on n'aurait pas dû d'abord proposer cette loi avant de les mettre sur le terrain et non l'inverse comme on semble le présenter? Okay. Il faut dire qu'avant de répondre à cette question, permettez-moi de dire qu'il est déjà prudent de lire la loi et ses décrets d'application avant de se prononcer. Parce que le Burkina Faso est l'un des pays qui a les plus beaux textes au monde, mais l'application a toujours fait défaut. Cela dit, ce geste, c'est un geste d'apaisement, c'est le bienvenu, il faut le saluer, il faut quand même saluer la vision du gouvernement, surtout que la justice est passée et que les parents des victimes ont assisté à ce procès. Nous sommes actuellement en guerre et la ressource humaine est importante. Ces soldats, ce sont des soldats qui sont censés avoir quand même été bien formés. Ils peuvent être utiles dans la lutte contre le terrorisme qui est en prison. Et comme disait le ministre... Que la plupart étaient issus de l'ex-régiment de sécurité. Et comme disait le ministre, certains d'entre eux seraient déjà au front. Moi, je pense que c'est une bonne chose, mais c'est comme je l'ai dit, cette formalité-là, pour moi, on devrait quand même commencer d'abord au niveau des textes à l'appliquer avant de permettre, par exemple, à ces soldats-là de repartir sur le terrain. Et le ministre a été un peu plus clair.
ce sont des gens qui ont purgé les peines, qui sont toujours aptes à apporter leur expertise, leur expérience dans cette lutte, parce que quand même, c'est des gens qui ont été formés. Mais comme je le dis, restons prudents. Nous allons attendre la loi pour la lire et voir comment ces degrés d'application vont se dérouler concrètement sur le terrain. Parce que, c'est comme je l'ai dit, on a beaucoup de textes au Burkina Faso, on a beaucoup de décrets d'application au Burkina Faso, mais le plus souvent, c'est la mise en œuvre pratique de ces décrets, ici, de ces lois-là. Donc, pour moi, restons toujours prudents. Voyons ce que ça va donner dans les jours à venir et concrètement, avec peut-être les victimes, comment ça va se passer. Parce que c'est un antécédent aussi qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions. Je pense que le ministre a dit que ce n'est pas une remise en cause de l'insurrection populaire. Ça, c'est des paroles. Maintenant, dans la réalité, pratiquement, concrètement, comment ça va se passer. Donc, moi, je pense qu'il est prudent, jusqu'à présent, de voir comment les choses vont se dérouler sur le terrain, comment les gens seront sensibilisés réellement à accepter cette façon de voir les choses, et on verra par la suite comment va se passer. Et je pense que dans ce dossier, il y a des amalgames aussi qu'il faut éviter. Par exemple, quand on prend le cas, par exemple, du général Gilbert Guingéré, il y a quand même deux procès qu'il a eu. Il y a le procès du putsch et il y a le procès d'Abou Boukari. Donc pour moi, le cas du général, c'est un peu plus compliqué parce que dans le procès d'Abou Boukari, ce ne sont pas les mêmes peines qui seront appliquées que dans le procès du putsch de 2015. Donc pour moi, tout ça, ce sont des éléments qu'il faut mettre sur la table et attendre réellement ce que la loi, à travers ces décrets, vont permettre à tous les Burkinabés de voir réellement ce qui va se passer. Et d'ores et déjà, on peut dire que c'est vraiment une bonne démarche parce que dans un pays où on a traversé des moments difficiles, des situations difficiles, où il y a eu des déchirures du tissu social, quand on a une vision qui permet d'aller à l'apaisement, c'est un acte à saluer. Maintenant, pratiquement, comment ce tact-là va être posé sur le terrain pour ne pas aussi écorcher ou blesser encore d'autres personnes, notamment les parents des victimes. Donc pour moi, restons prudents, allons doucement et voir ce que la loi va prévoir. Alors, vous souhaitez réagir? Allez-y. Oui, bien sûr. Non, je rebondis sur ces propos, notamment à la dernière partie, pour dire que justement, beaucoup d'eau a coulé sur le pont. Je pense que les Burkinabés ont un certain niveau de conscience des enjeux réels, des difficultés auxquelles nous faisons face. Comme on le dit souvent, en politique, il vaut mieux se concentrer sur la contradiction principale et laisser donc toutes les considérations secondaires. Et c'est de ça qu'il s'agit ici. Et en parlant, certes, mais justement, il faut tirer les enseignements et les bons enseignements de l'histoire dans l'optique d'aller de l'avant. Pas de regarder permanemment dans le rétroviseur. Dans votre voiture, si vous passez votre arrêt dans le rétroviseur, vous savez bien que la catastrophe est imminente. Donc, c'est bien d'avoir un rétroviseur pour contrôler ce qui se passe derrière, pour bien analyser ce qui se passe derrière, maîtriser son environnement, mais il faut rester focus vers l'avenir. Et pour donc rebondir plus précisément sur le cas donc, du général, il a parlé du procès en dehors du procès du putsch, il y a le procès Thomas Sankara et Dabou. Il avait évoqué que Dabou Boukari, mais à Thomas Sankara également. Mais c'est pour dire que, de mon point de vue, tout ça peut faire partie d'une vision globale, je dirais, au plus haut niveau des responsabilités. Parce que, de mon point de vue, quand le politique a une vision, c'est à elle de travailler, de trouver les leviers pour pouvoir, en tout cas, créer les conditions optimales pour que tout le peuple regarde la même direction. Et je salue donc la démarche du ministre de la Justice qui s'est fendu d'une déclaration de presse, d'une conférence de presse pour bien expliquer justement à l'opinion les tenants et les aboutissants de cette loi-là et quelle est leur vision derrière cela. Et je pense que c'est une excellente démarche à encourager et à saluer. Alors, je veux juste noter que c'est fort dommage qu'on n'ait pas eu soit l'association des victimes ou l'association des blessés de l'insurrection du coup d'État pour avoir leur réaction à propos de ce sujet. Mais nos informations nous indiquent qu'une réunion entre ces acteurs et le ministre de la Justice est prévue au cours de la semaine pour justement discuter de ce sujet précisément. Donc, nous aurons l'occasion de les avoir sur ce plateau, mais il semblerait que le blocage pourrait venir de l'indemnisation des blessés du putsch avant que ce texte ne soit totalement adopté. Est-ce que vous considérez que cela pourrait constituer justement un blocage? Blocage de quelle nature? L'indemnisation n'a pas encore été effective. C'est clair que
c'est forcément déplorable. Mais il est évident que, plus que jamais, le moment est venu d'adresser ces questions-là et donc de les résoudre. Une des caractéristiques donc, de ce gouvernement, quand même, c'est un peu les reprocher peut-être certaines choses, mais au moins leur volontarisme, je pense que personne ne peut leur enlever cela. Et donc, de ce point de vue, on peut, et leur volonté justement d'aller de l'avant, et je pense de passer le cap sur certaines questions. Et de mon point de vue, ça fait partie des questions à adresser avec efficacité et dans les plus brefs délais. J'ose espérer qu'effectivement, ces victimes-là seront prises en charge réellement et qu'ils auront donc l'air dû dans les plus brefs délais pour les permettre quand même d'avoir une vie un peu plus convenable, plus digne, tout simplement. Alors, Issouf, une fois de plus, c'est une question de volonté politique. Est-ce qu'il est temps justement d'aller vers cette indemnisation pour passer à un autre niveau? Oui, moi je pense que c'est quand même un élément fondamental. Il faut indemniser parce que c'est des gens qui ont perdu des proches, c'est des gens qui ont vu leur avenir détruire, c'est des gens qui ont eu quand même des familles blessées, déchirées par rapport à ces choses-là. Moi je pense que la moindre des choses, c'est quand même aller à l'indemnisation de ces familles. Mais vous savez aussi que nous sommes dans une situation un peu très difficile où on a un pays qui est confronté quand même à une crise sécuritaire qui a assez duré longtemps. Je pense que si le gouvernement, avec cette vision, avec cette volonté, trouve la bonne voie à suivre, je pense que les familles des victimes aussi pourront comprendre, même si il y aura des moments où ça va tarder, et si réellement, si tout est acté, qu'ils seront indemnisés en suivant par exemple un calendrier ou un programme bien établi où chacun donne son accord, je pense qu'on peut trouver quand même la solution à cette chose. Mais quand même, il faudrait quand même travailler à les indemniser parce que c'est des gens aussi qui ont quand même lutté pour une cause noble. Et je pense que avec ce gouvernement-là, je pense que les leviers sont là, ils ont les ressources humaines qui peuvent quand même permettre à expliquer, à faire comprendre les parents des victimes là de l'insurrection qu'on a pris le problème à bras le corps, des solutions vont être trouvées concernant l'indemnisation parce que il faut permettre aussi à ceux qui ont l'expertise et l'expérience aussi d'apporter cette expertise-là dans cette lutte parce que si cette lutte finit, c'est tout le monde qui gagne, c'est tout le monde qui en bénéficie, victime et non victime. Donc pour moi, la question fondamentale, c'est vrai qu'il faut indemniser les familles des victimes et trouver aussi... et les blessés, mais tout dépendra de la démarche. Moi, j'ai toujours dit que là où il y a le dialogue, il y a toujours des solutions. Donc, je pense que le gouvernement est sur la bonne voie et on est prudent en attendant de voir réellement, après cette rencontre, qu'est-ce qui va être dit et qu'est-ce qui va permettre d'adopter rapidement cette loi-là pour permettre quand même à ceux qui doivent apporter l'expertise de les apporter. Et parlant de ceux qui doivent apporter leur expertise et qui peuvent le faire, parlons du cas Gilbert Diendéré. Nous allons analyser cette déclaration du ministre de la Justice. Les enfermements systématiques ne sont pas une bonne politique pénale. La vision globale impulsée par le président du Faso est une justice beaucoup plus réparatrice que punitive. Alors cela dit, est-ce qu'on pourrait s'attendre justement à une liberté, peut-être même provisoire, accordée au général Diendéré? Pourquoi pas? Vous savez que nous sommes dans un pays où tout est possible. Moi, je trouve qu'en politique, il ne faut jamais dire jamais. Maintenant, on peut donner une liberté provisoire au général. Ça dépendra de la démarche. Moi, j'ai toujours dit que les Burkinabés ne sont pas réfractaires au dialogue, les Burkinabés ne sont pas réfractaires à certaines choses, les Burkinabés ne sont pas contre certaines personnes parce que... Juste milieu pour ne pas faire une entrave aux décisions judiciaires. Justement, c'est ça, j'ai dit qu'il faut avoir une bonne démarche. Et c'est ça, il faut être prudent. Parce que dans la précipitation aussi, on peut vouloir bien faire et créer encore d'autres difficultés. Donc pour moi, il faudrait prendre le temps qu'il faut, mettre réellement ce qu'il faut mettre en place pour ne pas aussi blesser d'autres personnes en voulant accorder une liberté provisoire au général. Tout le monde est unanimement accepté, tout le monde est d'accord que ce monsieur-là, quand même, il a l'expertise, il a l'expérience dans des domaines qui ne sont pas les moindres. Et ça, on est d'accord. Mais maintenant, c'est comment il faut sensibiliser les Burkinabés à accepter la chose, c'est comment il faut communiquer, c'est comment il faut amener le citoyen lambda à comprendre que cette démarche-là, ce n'est ni pour blesser un tel ou une autre personne, mais c'est pour la bonne marche de la nation, c'est pour permettre à la nation de s'oxygéner, d'avoir ce souffle nouveau-là par rapport aux défis du moment. Et moi, je pense que tout doit être mis dans la démarche. Et si la démarche est claire, cohérente, acceptable,
par tout le monde, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais maintenant, il ne faut pas vouloir bien faire et piétiner les droits de certaines personnes ou blesser encore d'autres familles qui ont eu des gens qui se sont donnés aussi pour la bonne marche du pays, pour une lutte aussi qui a été très noble en son temps, de se sentir lésés ou de se sentir blessés. Donc pour moi, tout dépendra de la démarche que le gouvernement va mettre en place avec les personnes qualifiées à la place de cette démarche-là pour permettre à tout un chacun de comprendre que réellement la bonne volonté impulsée par le gouvernement Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouédraogo est la bonne et que la dynamique enclenchée par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, est la bonne. Maintenant, c'est l'explication, la sensibilisation. Il faut amener les Burkinabés à parler d'un même langage sur ce problème-là parce que c'est un problème qui est sérieux, c'est un problème qui tient à cœur à beaucoup de Burkinabés. Mais je pense que si la démarche elle est claire, elle est scientifique, elle est cohérente, je pense qu'on pourra trouver une solution qui permettra à chaque Burkinabé de comprendre la démarche du gouvernement. Alors, votre co-débatteur parle beaucoup de démarches, mais on a vu ici, dans ce pays, le retour de l'ancien président Blaise Compaoré, qui avait suscité beaucoup de polémiques. Pour beaucoup, la démarche, justement, n'a pas été respectée, d'autant plus que les Burkinabés sont des personnes éprises de justice. Est-ce que dans ce cadre-là, cette dynamique pourrait passer, le général Diendéré dehors, au nom de la réforme judiciaire? La question de la justice n'est pas inhérente au seul peuple burkinabé. Je pense que tout être humain aspire à vivre dans un cadre, en tout cas dans un contexte, dans un environnement où ses droits, en tout cas, sont respectés d'une manière générale. Il est évident que pour ce qui concerne le retour du président Compaoré, même si l'intention était noble, la manière peut-être a peut-être péché. Le régime à l'époque a péché dans la manière du procédé. Ça, je pense que c'est difficile de contester cela de manière objective. Et tirant leçon peut-être de cet échec-là, je pense que le MPSR a l'avantage de pouvoir justement mieux calibrer. Et la démarche, je souscris parfaitement, elle est essentielle. Et à cela, s'il y a une bonne stratégie de communication avec les bonnes personnes, ressources qui sont trouvées, qui sont cooptées pour faire le travail, je dirais, de management entre guillemets, je pense qu'il n'y a pas de raison que de manière objective, on ne puisse pas déboucher sur une solution consensuelle. Je ne veux pas forcément remuer le couteau dans la plaie, dans l'absolu, mais quand on regarde aussi, si on veut regarder, je ne vais pas polémiquer là-dessus, mais juste faire une remarque, les différents procès du général Diendéré, je pense qu'en termes, il y a beaucoup à redire en termes de droit pur également, parce que les questions de procédure, on fait quand même couler beaucoup d'encre et de salive, en ce qui le concerne. Parfois, les questions de preuve, c'est un peu distant. Il y a certaines précautions tirées par les cheveux. Donc, il est difficile pour certains partisans également, une partie de l'opinion, de ne pas penser qu'il y avait une connotation aussi politique derrière ce procès. La possibilité de faire appel. Ça a été fait, mais il a fait appel justement. Voilà. Donc, c'est pour dire que les choses étant égales par ailleurs, la condamnation ne signifie pas forcément que la personne est forcément... il y a eu des preuves, je dirais, tangibles qui ont été trouvées pour démontrer que la personne a été coupable de l'acte qui a été posé. Sur certains aspects, je précise. Mais ce n'est pas ça mon propos. Ce qui m'intéresse, et ce qui nous intéresse de mon point de vue ce soir, c'est l'idée globale en rapport avec le projet de loi d'amnistie. Il est évident que, je rejoins donc mon co-débatteur pour dire que la démarche, le choix des personnes et la communication pour moi, on a un Premier ministre qui est communicateur, maintenant je pense que c'est la deuxième fois, après Luc Adolphe Tiao, nous avons un communicateur Premier ministre, c'est certainement pas pour rien qu'il a été promis à ce niveau-là, et certainement que son expertise pourra permettre de, je dirais, faire passer des messages qui pourront contribuer à rassembler et à fédérer le peuple burkinabé autour des questions essentielles, à savoir comment s'en sortir. Alors si vous étiez justement dans la peau d'une personne victime, blessée ou d'une famille, est-ce que vous seriez en phase avec cela? Ce qui m'importe le plus, si j'étais dans la peau, j'ai des amis qui font partie des victimes, ça c'est clair, et nous avons participé à des cadres de réflexion ensemble, des comités de réflexion sur le processus de réconciliation à l'époque. Donc, et même en dehors de ça, j'ai des amis avec qui on a fait le département communication ensemble. Voilà. Donc la question ne se pose pas, j'ai pas besoin d'être forcément de mettre à leur place, mais on échange. Et en
bonne intelligence. Il est évident que ma priorité, c'était que d'abord, justice soit faite. Ça, c'est évident. Le procès a été fait, a eu lieu. Secondo, c'est là qu'il y ait réparation. Apparemment, c'est et c'est là où le bas blesse. Donc, on souhaite, en tout cas, j'aurais souhaité que donc, cette question soit réglée, d'autant plus que si on se met dans leur perspective, ils ont quand même contribué à maintenir les institutions de la place à l'époque, les institutions républicaines, je dirais, à l'époque, pour que le processus démocratique puisse se poursuivre et que les élections aient lieu. Donc, j'aurais aimé quand même que la nation soit reconnaissante un minimum, mais restituant dans mes droits et en reconnaissant les efforts que j'ai pu fournir, tout simplement. Et le troisième point, des victimes, parce qu'il y a eu des victimes. Absolument, bien entendu. Je pense qu'il y a eu des hommages qui ont été rendus à ce niveau et chaque année, ça se fait encore. De ce point de vue, le côté symbolique, il n'y a aucun souci. Hein. Tous les régimes qui sont succédés ont toujours respecté cette commémoration chaque année. Ça, c'est parfait. Mais au-delà du symbolique, je pense qu'il faut passer à des actes concrets qui puissent permettre aux gens de vivre dignement et de pouvoir être fiers du processus qui est en cours également, parce qu'ils doivent se sentir partie prenante. Et justement, l'erreur à ne pas commettre, parce que souvent nous avons tendance à exclure certaines personnes dans certaines prises de décision. Dans le processus global là, de réflexion et d'analyse, je pense que c'est des entités qui doivent être écoutées, qui doivent être impliquées, voire associées à un certain niveau de prise de décision pour qu'ils se sentent concernés et que la décision qui sera prise au finish, comment dirais-je, ils ne se sentent pas floués par cette décision-là, exactement, et qu'ils ne se sentent pas floués ou en tout cas trahis à un quelconque niveau que ça. Le gros problème aussi au Burkina, souvent, c'est quand c'est des questions politiques, nous mettons certaines choses qui ne méritent même pas d'être, je dirais, considérées comme des sujets tabous, secrets, sont traités comme tels. Et c'est souvent ça la source du problème. De mon point de vue, il faut dépasser cette façon de voir-là. Il faut accepter, poser les vrais problèmes et les débattre de manière sincère, objective et franche. Et quand il y a des difficultés, qu'on les traite et qu'au finish, on trouve un consensus. Et quand le consensus est trouvé, je pense que tout le monde, toutes les parties se sentiront concernées par la mise en œuvre de la décision qui a été arrêtée. Mais quand nous sommes écartés, quand certains sujets sont mis sous le boisseau, quand certains points sont causés comme étant des points secrets qu'on ne doit pas aborder, forcément, tôt ou tard, ça va vous rattraper à un moment donné de l'évolution de la vie du pays. Et je pense que la plupart de certains dossiers, enfin, la plupart des dossiers dits emblématiques portent cet ADN-là, la culture du tabou et du secret, parfois qui n'en vaut même pas la peine. De mon point de vue... Il y avait la question de justice aussi qui était en souffrance par moment. Mais c'est un tout. Quand on parle de tabou, c'est que forcément la justice peut avoir des difficultés à aborder certaines questions ou à aborder certains sujets. Quand on parle de secret, c'est la même chose. Et de mon point de vue, il faut élaguer toutes ces questions-là, les traiter, et je pense que c'est le moment plus que jamais de régler de manière définitive toutes ces questions-là. Mais de manière objective et de manière impartiale. Et de manière inclusive. Aussi. Alors, on va poursuivre avec le deuxième thème. Jamais un procès n'a retenu autant l'attention des Burkinabés. De bout en bout, les auditions, les confrontations ont été suivies de près grâce à la retransmission en direct du jugement de Hamidou Tiegnan et ses 3 autres co-prévenus impliqués dans une affaire de détournement de fonds au ministère de l'Action humanitaire à hauteur de 3 milliards de francs CFA. Alors les faits ont été reconnus totalement ou partiellement en fonction des accusés au cours de ce procès. Chacune des parties s'est prononcée. Les stratégies d'extorsion de deniers publics ont été expliquées par les accusés. Alors je vous donne la parole, Issouf. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans le déroulé de ce procès? Ce qui m'a plus marqué, c'est que les réquisitions me paraissent assez conformes de ce qui nous a été donné de voir pendant les audiences. Cela dit, concernant ce procès, par exemple, les réquisitions, je dis par exemple... Elles sont légères? Non, moi je ne trouve pas qu'elles sont lourdes, parce que quand vous écoutez les audiences, quand vous écoutez ce qui a été révélé, moi je trouve que les réquisitions, par exemple, du procureur sont assez conformes. Durant ce procès, moi, ce qui m'a plus marqué, c'est le côté pédagogique de ce procès. Quand je parle de côté pédagogique, c'est quoi? Pour ceux qui ont bien suivi ce procès, tout le monde s'est rendu compte de la défaillance générale du contrôle. Ensuite, il y a eu aussi ces affectations de certaines personnes à des postes qui ne sont manifestement pas les personnes indiquées. Et quand vous remarquez, par exemple,
de la hiérarchie jusqu'au trésor public, qui a accepté payer pendant des années des chèques grossièrement falsifiés sans contrôle. Moi, je pense que c'est là où le problème, c'est là le côté pédagogique de la chose. Parce qu'on ne peut pas avoir un État où le contrôle n'est pas réellement sérieux, où on n'a pas réellement des véritables contrôleurs qui puissent contraindre quelqu'un à s'expliquer parce qu'il a dans ses mains les biens publics. Quand on parle du bien public, c'est les biens de l'État. Et quand on gère mal ces fonds, c'est des milliers de Burkinabés qui vont en pâtir. C'est des milliers de Burkinabés qui croupissent. Et c'est ça l'État doit revoir. Et moi, je pense que actuellement, c'est comme l'avait dit le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, lors d'une de ses sorties, pendant les cérémonies de montée de couleur, que désormais le tandem sera la lutte contre le terrorisme et la lutte contre la corruption. Parce que, pour ceux qui comprennent bien comment fonctionne le terrorisme, il y a en quelque sorte aussi la corruption qui alimente une partie aussi de ce fonctionnement-là. Donc pour moi, il est l'occasion pour ce pouvoir-là de dépoussiérer les dossiers qui sont toujours dans les tiroirs. Parce qu'il y a des audits dans ces pays-là qui dorment pendant des années dans les tiroirs. Et je pense que c'est le moment. Je pense que Téhéran n'est pas le seul dans l'administration. Il y a plusieurs Téhéran dans l'administration. Il y a plusieurs d'autres cas graves concernant l'affaire de Téhéran qui dorment dans l'administration. Et c'est à présent une occasion pour ce pouvoir-là de vraiment secouer ce cocotier-là de façon générale, sans parti pris, sans distinction de qui que ce soit, mais de secouer réellement ce cocotier. Parce que si on veut repartir sur une nouvelle base, il faut qu'on revoie comment certaines administrations fonctionnent au Burkina Faso. Il y a des audits, quand vous regardez de par le passé, il y a des rapports, quand vous regardez de par le passé, ça donne froid au dos. Tu ne peux pas comprendre que c'est dans un État qui, chaque fois, chante le développement, qui chaque fois appelle au développement, qui chaque fois nous embobine avec des termes ronflants, du développement, on continue ce genre de pratiques-là. Moi, je pense que c'est une occasion, le procès du Téhéran est une occasion pour interpeller chaque Burkinabé, là où qu'il soit, dans chaque domaine, de redoubler d'efforts, de savoir que quand on a la charge ou la lourde charge de gérer les biens publics, il faut mettre la manière parce que en faisant des bêtises, tu mets beaucoup de Burkinabés dans des difficultés, tu vas anéantir l'avenir de beaucoup de Burkinabés et ce n'est pas intéressant. Surtout quand on a le vocable, quand on a le refrain chaque jour de chanter le pays des hommes intègres et qu'il y a des procès de ce genre-là, on a l'impression que ces vocables, le pays des hommes intègres, est en train de se battre en aile et que ce sont que des vains mots. Dans le comportement, il y a autre chose que ces vocables, le pays des hommes intègres. Alors, Fayago, est-ce que pour vous, au regard de tout ce qui a été dit au cours de ce procès, toute la lumière a été faite? Je pense que la sincérité des accusés, des inculpés en tout cas, nous laisse croire que au moins Téhéran a dit ce qu'il pensait réellement. Et quand on regarde le listing qu'il fait même à la fin, avec des chiffres bien précis, en tout cas, ça donne froid dans le dos, si c'est avéré. Donc, j'ai l'impression en tout cas qu'au moins une bonne partie de la vérité a pu être relatée au cours de ce procès qui a bien entendu un caractère pédagogique, et ça permet de mettre en exergue certains tares au niveau de notre administration. Et comme il a dit, ce n'est pas un cas isolé. C'est juste peut-être qu'un pan, peut-être la plus petite partie, je dirais. Permettez-moi d'élargir le champ donc, de l'analyse en disant que, en réalité, notre pays a raté certains virages. De mon point de vue, de la même manière que les révolutionnaires de 83 sont venus et donc ils ont réformé la société et ils ont imprimé vraiment leur marque jusqu'en 87 avec tout ce que vous avez suivi, l'avènement du Front populaire, de l'ODPMT, du CDP, qui a été stoppé par l'insurrection, qui pour moi était la fin d'un cycle. Les véritables réformes de ce pays auraient dû avoir lieu depuis 2014, à tout point de vue. Des réformes de fond en comble pour réorganiser, restructurer et corriger ce qui n'a pas été bien fait pendant les années antérieures, mais surtout préserver les acquis et aller de l'avant. Je pense que ce virage a été raté. Et c'est les conséquences de ça
qui nous a amené au MPSR2 aujourd'hui, qui essaye, tant bien que mal, de corriger certaines tares, je dirais. Et si j'ai bien suivi, je pense, l'intervention du Premier ministre Emmanuel Ouedraogo, je pense qu'il parle des réformes administratives. Alors, si on passe sur votre dynamique, oui. Beaucoup disent que c'est le même système. Ce sont les acteurs qui ont changé, mais le système est resté du CDP au MPP. C'est pourquoi j'ai dit qu'en 2014, les réformes que l'on dû faire n'ont pas eu lieu. Et c'est ce que le régime actuel est en train d'essayer de corriger. Donc, je ne remets pas cela en cause. Les hommes peuvent être... Le personnel peut être plus ou moins le même, mais je dirais, il peut être rééquilibré avec un apport de 109, je dirais, combiné avec des plus expérimentés et plus anciens. Et je pense que c'est ainsi qu'on peut faire une bonne synthèse, une bonne combinaison, en tout cas victorieuse. Ça, c'est ma conviction. Mais ceci n'a pas été fait en 2014. Et en 2024, aujourd'hui, les réformes administratives envisagées par le nouveau Premier ministre, de mon point de vue, font partie de ce qui aurait dû être fait depuis longtemps. Parce que le Burkina a également mal à son administration. Nous sommes tous des usagers de l'administration ici, au-delà même des questions liées au détournement de fonds. Il y a même la qualité des prestations dans certaines administrations. Parfois, on a l'impression que tu pars pour commander quelque chose aux fonctionnaires. Or, ils sont là pour ça. Ça, c'est une véritable problématique. L'absentéisme, le retard, etc., les complaisances à tous les étages, n'en parlons pas. À cela, donc, vient s'ajouter maintenant la dimension de tournement de fonds. Effectivement, pour moi, les crimes économiques sont quasiment, sinon même, ont une conséquence plus élevée que certains crimes politiques, dans la mesure où, en détournant, par exemple, 1 milliard, et là, il s'agit d'un procès pour 3 milliards. Je sais que 1 milliard, ça équivaut à peu près à 1 kilomètre de goudron, à peu près. De bitume, si vous voulez. 1 milliard, ça équivaut à peu près à 1 kWh, si je ne me trompe pas, pour l'électricité. 1 milliard, avec 1 milliard, on peut construire pas mal d'écoles. Avec 1 milliard, on peut soigner pas mal de personnes, donc construire des hôpitaux, etc. Donc, l'incidence de ces crimes économiques-là sont tout aussi graves que certains crimes économiques, voire même certains crimes de sang, parce que cela entraîne, à défaut des gens qui tombent malades, des gens qui peuvent même mourir à cause de la qualité des services qui sont défaillants à tous les niveaux. Donc, de mon point de vue, effectivement, ce procès-là, vraiment, arrive à point nommé, et j'ose croire que ce serait le point de départ pour corriger beaucoup de choses dans l'administration, à tout point de vue, sur tous les aspects que j'ai pu évoquer. Et Théa, je pense qu'il est très courageux, parce qu'il a vraiment, on a l'impression en tout cas, qu'il est sincère dans ses révélations, quitte à ce que les juges puissent donc prouver que, voilà, et prouver que c'est avéré. Et donc, de ce point de vue, moi, je ne peux que saluer cela et espérer que la question, au-delà de l'aspect pédagogique, que les enseignements soient tirés et que cela soit corrigé surtout au niveau de l'administration, pour le plus grand bonheur du peuple burkinabé. C'est ça qui est le plus important. Pour moi, le procès et la sanction qui va avec n'est pas une fin en soi. Juger quelqu'un, le condamner à 10, 15, 20, 30 ans, ce n'est pas une question de vengeance personnelle, ce n'est pas une question d'individu. C'est une question d'État, c'est une question de gestion donc des affaires de l'État. Donc, de ce point de vue-là, si le caractère pédagogique est bien adressé, il s'agit maintenant de faire en sorte de tirer les meilleurs enseignements possibles et de corriger donc ce qui doit être corrigé dans le choix des personnes, mettre la personne qu'il faut, à la place qu'il faut, à tous les échelons de l'administration. Je pense que ça, déjà, c'est un premier pas vers la résolution de nombreux dysfonctionnements dans notre administration. Donc, pour moi, je ne fais pas une fixation sur l'affaire Théa uniquement, mais il faut aller au-delà. Et quel est votre avis sur les réquisitions qui ont été faites? Je trouve que c'est un peu lourd, ça c'est à titre personnel, mais comme j'ai dit, oui. 13 milliards d'amendes. C'est lourd, je trouve que c'est lourd quand même. Et de mon point de vue, je reste convaincu que peut-être la condamnation finale sera peut-être un peu plus clémente que cela, surtout quand on a l'impression que les différentes personnes interrogées étaient de bonne foi. Donc, en collaborant, ça peut aussi toucher peut-être la sensibilité des jurés qui vont peut-être statuer, revoir à la baisse le tarif qui leur a été appliqué en termes de condamnation. Alors, sur ce point, nous allons entendre Karfagnanou, qui est l'autorité de justice, l'autorité judiciaire de l'État, qui se prononce un peu sur les dommages subis par l'État, mais également les réquisitions faites. Suivons.
nous avons procédé à une évaluation de ce que l'État a subi comme préjudice financier, à savoir donc les sorties de sommes par voie de chèque, il faut le préciser, et endossées par les prévenus qui ont comparu à la barre. Et notre évaluation est partie sur le fondement justement des chèques sortis et endossés et en leur nom, mais également en tenant compte des activités régulières qui sont menées et pour lesquelles un certain nombre de témoins ont essayé de donner une grandeur nature du volume donc de ces activités-là. Nous avons par exemple su qu'au niveau du CONASUR, il y a un certain nombre de montants affectés à la manutention chaque 2 semaines, et nous avons également su que M. Tcheyan peut endosser des chèques au cours donc d'une année budgétaire pour les activités ordinaires, classiques et autorisées à hauteur d'environ 30 millions de francs CFA. Et sur ces bases-là, nous avons procédé à des calculs, et sur ces calculs-là, nous sommes effectivement tombés sur le montant total de 5 083 999 695 francs CFA comme étant ce qui nous semble être sorti, bien sûr, illégalement du Trésor public par le canal des chèques sur lesquels des signatures ont été imitées. Nous avons estimé que nous avons subi également un préjudice moral parce que justement, faire en sorte que la signature de l'État ne soit pas crédible, faire en sorte que on ne soit pas à même de supporter un certain nombre de dépenses régulières parce qu'il y a des sorties irrégulières, cela constitue une atteinte à notre intégrité morale, et sur cela, nous avons estimé qu'il nous était loisible de réclamer un franc symbolique pour réparer donc ce préjudice moral-là. Et également, sous l'angle donc des frais de procédure, nous avons réclamé la somme totale de 10 millions comme étant les frais que nous avons exposés dans le cadre de ce procès. Et surtout, nous avons demandé la restitution des numéraires à hauteur d'à peu près 180 millions déjà constitués et déposés auprès de l'ANAGRAS, mais également la restitution des biens qui ont été acquis avec l'argent irrégulièrement sorti du Trésor. Alors à l'instant, c'était l'autorité judiciaire de l'État qui revenait un peu sur les préjudices subis par l'État burkinabé dans le cadre de ce dossier. Alors avant donc de clore l'audience, les prévenus ont eu droit à la parole. Je retiens ces propos de Hamidou Tcheyan qui a exprimé du fond de son cœur le regret et a demandé la clémence du juge de sorte à ce qu'il puisse poursuivre les investissements déjà réalisés et être à même de payer l'éventuelle amende qui lui sera prononcée, à son encontre. Alors Issouf, est-ce que cette doléance-là paraît acceptable? Oui, cette doléance peut être acceptée parce que dans la mesure où on dit qu'une faute avouée est à moitié pardonnée, c'est vrai que quand il est revenu pour sa dernière prise de parole, on sentait quand même de la compassion, on sentait quand même du pitié dans ce qu'il dit. Mais vous savez, l'homme est un animal... Et peut-être pas couler seul, ce sont des réactions qu'on entend. C'est ça, je vous dis que le système est bien huilé il y a longtemps. Et une seule personne ne peut pas faire ces détournements-là étant seul dans une administration. C'est pas possible. Si on va aller au fond dans cette affaire, quand même, il y a des gens plus que Théan qui doivent quand même répondre dans cette affaire. Oui, en attendant d'avoir peut-être ce que le président du tribunal va entreprendre comme investigation ou comme ouverture d'enquête pour se prononcer. Sinon, en écoutant Théan, s'il a la bonne foi de ce qu'il dit, c'est qu'il y a des gens dans ce dossier qui doivent répondre. Mais moi, je pense que ce procès-là, comme l'avait dit le président du Faso, on va peut-être harmoniser ou réadapter peut-être la justice par rapport à certaines choses ou à certaines affaires. Par exemple, en condamnant Théan en prison, est-ce que vous êtes sûr que l'État pourra quand même réparer ce préjudice-là avec tant de milliards qui sont perdus? Est-ce qu'il n'y aura pas une autre façon de voir comment ces genres d'affaires-là, on peut les gérer pour permettre quand même à l'intéressé de purger une peine en essayant aussi de travailler pour rembourser ce qu'il a détourné. On peut permettre à Théan, par exemple, chaque lundi matin, il faut te présenter devant un commissariat de police ou une gendarmerie ou devant un poste de gendarmerie pour se présenter, pour signer des papiers et lui permettre de travailler pour rembourser ce qu'il a.
favoriser aussi des détournements. Non, ce n'est pas une question de favoriser le détournement, justement. Et c'est là aussi les garde-fous qu'il faut prendre. C'est une façon aussi de dire aux gens que dans la nouvelle dynamique, là, même si on dépose 5 francs de l'administration, il faut éviter de toucher parce que c'est pour des millions de Burkinabés et qu'on t'a choisi parce que tu as eu la chance d'avoir un concours pour gérer ce poste-là et gérer, par exemple, les deniers publics. Moi, je pense que quand même, vu ce qui s'est passé, il faudrait qu'on essaie aussi de réadapter notre façon peut-être de sanctionner ce genre de comportement-là en permettant quand même à celui qui est fautif de travailler pour rembourser ce qu'il a détourné, même après avoir remboursé, qu'il purge sa peine. Il y a des modèles dans certains pays qu'on peut adopter pour permettre quand même 3 milliards dans un pays qui est en développement, c'est quand même pas 3 000, hein. C'est des milliers et des milliers de Burkinabés qui vont souffrir. C'est l'avenir de beaucoup de Burkinabés que tu as mis en danger. Et le mettre en prison pour qu'il prenne encore du poids, entre guillemets, ça va être vraiment pas justice rendue. Ça, c'est mon opinion. Mais peut-être qu'on va trouver une façon de faire pour permettre à Téan de puriger sa peine et en travaillant pour rembourser quand même ce qu'il a détourné. Moi, je pense que si on s'inscrit dans cette dynamique-là, on pourra lui permettre quand même de rembourser. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut ouvrir la porte à des gens qui vont détourner pour profiter de cette même situation. Ça dépendra quand même de la manière dont l'opinion va comprendre le verdict qui sera rendu pour permettre quand même à Téan de rembourser ce qu'il a bouffé. Alors on va terminer très rapidement avec le troisième sujet. La police municipale a entrepris le 18 décembre dernier une opération de désencombrement des voiries dans l'arrondissement 1 et 2 de la ville de Ouagadougou. Cela fait suite à un communiqué du PDS Maurice Konaté annonçant le lancement d'une campagne de déguerpissement des commerces anarchiquement installés aux abords des routes. Alors Alpha Yago, est-ce qu'on peut considérer que la mairie a enfin décidé de prendre le taureau par les cornes? Merci bien, mais j'aimerais juste dire un petit mot sur la conclusion de mon co-débatteur par rapport à l'affaire Téan. Je pense que la réforme judiciaire, justement, vient à point nommé également. Et ça nous ramène également à notre premier sujet qui a été enrôlé. Et donc, cette réforme-là, de mon point de vue, qui serait, je dirais, plus, en phase avec les aspirations des nouvelles autorités, à savoir que la peine privative de liberté ne doit pas être la règle. Il faut trouver des mécanismes pour aménager certaines peines. Donc, je pense qu'elle sera vraiment la bienvenue et elle va permettre effectivement de réduire les charges liées à la prise en charge des prisonniers qui ne sont pas productifs, je dirais, et dans les maisons d'arrêt de correction, et donc de les orienter vers des travaux d'intérêt commun ou de les amener à s'engager sur, pourquoi pas, les théâtres des opérations pour la lutte contre le terrorisme, etc. Et donc, cette réforme-là arrive à point nommé. Mais il faut saluer au passage quand même l'esprit, bien sûr avec un peu d'humour, l'esprit donc entrepreneurial de Téan, parce qu'on observe qu'il a très bien investi et qu'apparemment ses affaires étaient florissantes. Donc, c'est ce qui pourra donc faciliter donc, je dirais, le recouvrement donc des deniers publics qui ont été, voilà. Donc, pour revenir donc à votre sujet, effectivement, il était grand temps parce que souvent, on se rend compte que sur certaines rues, certaines même voies bitumées, il est difficile, le passage est très compliqué dans la mesure où les installations sont presque anarchiques, elles débordent presque jusque sur la chaussée et tout. Il était temps donc de pouvoir, je dirais, mettre un peu de l'ordre. C'est une initiative qui a été déjà prise par des gouvernements, enfin, sous des régimes antérieurs. Je rappelle du truculent maire Simon Compaoré, qui essayait également de faire bouger les choses dans ce domaine-là à plusieurs reprises, mais avec un succès, je dirais, plutôt mitigé. Et de mon point de vue, si l'esprit, l'intention est bonne, il faut également penser aux conséquences. Parce que c'est des gens qui partent également se chercher, comme on dit. C'est leur gagne-pain, c'est par ces activités à la sauvette, c'est par ces activités informelles-là qu'ils arrivent donc à nourrir leur famille. Maintenant, la manière de le faire n'est pas conforme aux dispositions légales. Pour moi, il faut songer également à des mesures d'accompagnement donc, pour les permettre donc de se recaser dans des endroits mieux aménagés, mieux organisés. Et c'est en cela que j'interpelle donc l'ensemble des PDS, actuellement, anciennement maires, de développer donc des projets donc, de construction, justement, de bâtiments à but commercial, pour donc pouvoir les louer avec des paiements allégés et facilités,
donc de manière progressive, pour que ces gens qui n'ont pas forcément accès à des ressources importantes puissent pouvoir avoir un endroit pour pouvoir mener les activités commerciales. Parce que pendant de nombreuses années, l'activité principale de nombreux maires et de nombreux maires surtout, c'était autour de la spéculation, autour de la terre, je dirais, donc les parcelles, etc. En dehors de cela, moi je pense que le travail également de la mairie consiste également à aménager la ville. Donc c'est une question d'élaboration d'une stratégie pour encadrer l'urbanisation de la ville. Donc un plan d'aménagement de l'urbanisation. Donc de ce point de vue-là, il faut travailler à faire en sorte que les maires s'entourent de compétences plus pointues et développer des programmes et projets en faveur donc de ces populations-là pour pouvoir mieux les encadrer et éviter qu'ils retournent donc à des activités, je dirais, condamnables. Parce que s'ils ne vivent pas de leur gagne-pain, comment est-ce qu'ils vont faire pour vivre? Bon, vous suivez un peu mon regard. Voilà, c'est la porte ouverte à tous les actes délictueux que vous pouvez connaître. Donc, de mon point de vue, l'initiative, l'intention est bonne et salutaire, mais il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Et pour moi, même, pourquoi pas sensibiliser en amont. D'abord donner un délai. Voilà, c'est ça. Donc, mais si les gens ont du mal, surtout à cette période de fête, où justement les vendeurs à la sauvette sont, je dirais, à la mode, entre guillemets, en pion sur rue, donc c'est difficile de les empêcher de faire cette activité-là pendant cette période-là. Donc, il faut aménager des mécanismes de porte de sortie pour qu'ils puissent mener les activités dans un cadre aménagé. Et c'est la mairie qui peut faire ce travail-là, en collaboration bien sûr avec les ministères concernés, le ministère de l'urbanisation en l'occurrence, je pense, et peut-être celui du commerce également. Alors, Issouf, on est face à un problème qui ne date pas d'aujourd'hui, si l'on en croit les explications données par Alpha Yago, avec les anciens maires qui ont tenté de résoudre le problème, mais qui se sont heurtés à des difficultés. Est-ce qu'on pourrait considérer que peut-être on assiste là à une opération spontanée, ou comment est-ce que cela peut s'étendre dans la durée? Moi, je vais répondre à votre question là à deux niveaux. Premièrement, il faut dire que c'est bien, c'est pour libérer quand même des rues. Là, en cas d'accident, on peut permettre à ceux qui doivent intervenir d'intervenir rapidement. Comme d'habitude. Et même faciliter justement. Et comme d'habitude aussi, c'est des gens qu'on ne va pas relocaliser et on va jeter peut-être des gens aussi dans la rue qui peut-être avaient des difficultés pour joindre les deux bouts, mais en étant au bord de route, ils arrivaient quand même à joindre les deux bouts. Mais moi, au-delà de ça, moi je trouve que c'est pas extraordinaire. Hein, parce qu'au Burkina, on a là de prendre les événements entre guillemets qui sont normaux pour en faire du tapage comme si c'est extraordinaire. Mais c'est le travail de la mairie. De par le passé, comme évoquait M. Alpha Yago, on a vu ce que le maire Simo faisait en son temps pour quand même mettre de l'ordre sur les rues. Mais après lui, on a eu des gens qui sont venus, c'est de danser des oblazos, c'est faire autre chose. Et ils ont laissé les gens s'installer comme ils veulent. Ils ont développé autre chose, c'est les taxes, c'est autre chose, c'est les parcelles qui étaient devenues peut-être leur plan de développement. On a vu également des opérations de déguerpissement. Oui, mais le plus souvent c'est quoi? C'est comme je vous l'avais dit au début, c'est pas... Le Burkina Faso est l'un des pays qui a les plus beaux textes au monde, mais l'application pose défaut. Il n'y a pas longtemps, il y a eu un décret pour dire à ceux qui sont au niveau des voies là de quitter parce que il y a une distance à respecter entre ta station avec, par exemple, le bitume. Qu'est-ce qui a été fait? On a fait 2 jours de tapage, après c'est tombé dans l'eau. C'est ça, je dis que c'est pas extraordinaire. Il est du devoir même de la mairie de faire ce travail-là pour mettre l'ordre dans le désordre. Mais le plus souvent, c'est quoi? On a l'impression quand ils viennent, ils ont plutôt d'autres choses à faire qu'essayer de mettre l'ordre dans la rue. Et c'est souvent quand il y a des difficultés, il y a des incidents, on se rend compte maintenant qu'il y a quelque part, il y a quelqu'un qui n'a pas fait son travail. Donc pour moi, c'est dans l'ordre normal de la mairie de faire ça. C'est pas extraordinaire. Et si réellement, quand ils étaient venus, ils faisaient ce travail, on n'allait pas à quelques jours de la fête, les fins d'année, faire sortir un communiqué comme quoi c'est quelque chose de nouveau. Non, mais c'est le travail, il n'y a rien d'extraordinaire à expliquer aux gens. Qu'il avait été respectueux justement des textes et qu'ils étaient moins peut-être dans l'incivisme, peut-être que la mairie n'aurait pas eu à bander les muscles. Ce qui me plaît au Burkina, l'exemple vient du haut, la limitation c'est la base. Si la mairie était ferme par rapport à certains décrets que la mairie elle-même a fait sortir et que c'était respecté, les gens n'allaient pas continuer à le faire.
Il ne suffit pas de sortir, dire quelque chose aujourd'hui et puis après on passe à autre chose. Non, ici nous on n'est pas regardant sur nos propres décisions. Et c'est l'une des failles de notre administration aussi. Et j'ai toujours dit, la mairie, c'est son devoir. Quand j'ai vu le communiqué, moi, ça me faisait berner parce que moi, il dit, il n'y a rien de nouveau dans ce que vous nous apprenez. Mais c'est votre travail, faites-le. C'est pas extraordinaire. Donc, pour moi, ils n'ont qu'à s'atteler à faire respecter l'ordre au niveau des accotements, au niveau de là où on doit mettre de l'ordre. Et puis, c'est normal. Chacun va trouver que c'est dans le cadre normal. Ils ont été employés pour ça. Ils sont venus pour ça. Donc, il y a quoi d'extraordinaire? Il n'y a rien d'extraordinaire. Chacun n'a qu'à faire son travail et puis le pays va se développer, le pays va avancer. Mais qu'est-ce qu'on fait justement de ces acteurs-là? Oui, mais c'est ça, je dis que la plupart du temps, c'est des décisions qu'on prenne, mais on n'a jamais... On prend les choses en amont, mais en aval, on ne prend pas les décisions qu'il faut, par exemple, pour relocaliser, par exemple, ces gens qui se débrouillent au bord des voies, quand même, pour nourrir les familles, parce que la situation est difficile pour tout le monde. Et quand vous faites ce genre de sorties musclées, il faut aussi, en aval aussi, peut-être chercher de quoi aller relocaliser, parce que tout le monde n'a pas la bourse pour prendre, par exemple, un hangar ou une boutique au marché. Donc, il y a d'autres aussi qui se retrouvent souvent dans ces endroits-là pour chercher à manger. Donc, pour moi, quand c'est comme ça, il faut trouver aussi un autre endroit pour relocaliser, par exemple, ceux qui étaient au bord des voies ou ceux qui obstruaient, par exemple, les voies publiques pour que quand même ils puissent aussi se débrouiller. Donc, pour moi, c'est comme ça. Quand on est un gérant ou quand on gère une structure comme la mairie, il faut être un visionnaire. Il ne suffit pas d'utiliser la force pour la force, mais il faut savoir utiliser la force avec la carotte pour essayer quand même de faire comprendre les gens que non, la règle est là, il faut la respecter. Mais au-delà de la règle aussi, c'est ce côté pédagogique-là, ce côté social-là qui va vous permettre quand même de continuer votre travail. Merci à Issouf Ouedraogo, merci Alpha Yago. Nous sommes au terme du débat. Fidèles téléspectateurs, nous sommes au terme du 100% Info du jour. Merci pour votre attention.